Et on accueille tout de suite sur le plateau Mathieu Belloir. On est ravis de vous inviter. Mathieu, vous êtes directeur de la RSE du groupe Orange. La RSE, évidemment, vous le savez, responsabilité sociale de l'entreprise, sociale et sociétale même. Bienvenue à vous. Bonjour et merci de me recevoir. Alors, on s'est parlé il y a quelques mois, c'était avant le confinement. Vous savez qu'on devait organiser le Forum Netexplo et ses Transformation Talks avant la crise du Covid. On parlait d'inclusion numérique à l'époque, on parlait d'un opérateur télécom comme bien commun, comme un bien de première nécessité. Et le confinement est arrivé et la situation est celle qu'on connaît aujourd'hui. Comment vous avez vécu ces mois, vous, en tant que patron finalement, encore une fois, de la raison d'être du groupe Orange ? Écoutez, sur cette période un peu inédite pour la plupart d'entre nous, et c'est vrai que cette période étrange de confinement nous a conduit à tirer quelques leçons des mois très étranges, très difficiles qui viennent de s'écouler. On a d'abord eu deux bonnes surprises. D'abord de voir que nos réseaux tenaient parfaitement le choc d'un afflux de trafic tout à fait extraordinaire. Et ça, c'est quand même une bonne nouvelle. On n'était pas très inquiets sur le sujet, mais néanmoins, comme vous le savez, on n'a pas eu de difficulté à écouler ce trafic tout à fait exceptionnel. Deuxième bonne surprise également, du jour au lendemain, on a été capable, avec un certain succès, de demander à plus de 100 000 de nos collaborateurs de télétravailler chez eux. Il n'y a pas eu de rupture dans notre activité. Et on a même découvert qu'une partie de notre activité, qui jusqu'à présent était quasiment exclusivement physique, si je puis dire, pouvait aussi être en partie faite à domicile. Je pense en particulier à une petite partie de l'activité dite de supervision de nos réseaux, ou encore le fait de pouvoir développer des relations clients, finalement, depuis son domicile, par le téléphone, par Internet, etc., avec une grande facilité à assurer cette continuité dans la vie de tous les jours. Ça, ce sont nos deux premières bonnes surprises. Après, on l'a vu, le numérique, pendant cette période étrange, c'est vraiment montré comme étant le dernier rempart pour garder un filet d'activité économique et aussi conserver le lien social qui était évidemment malmené par cet isolement. On pourrait dire que la connectivité, c'est comme l'eau, l'électricité aujourd'hui. C'est une nécessité absolue. Oui. Vous le dites, ça a permis de maintenir le lien. Absolument, c'est un bien de première nécessité, peut-être comme l'eau, comme l'électricité. Le numérique est tellement enchâssé dans l'ensemble de nos activités et dans nos relations sociales, qu'il s'agisse de la sphère privée, de la sphère professionnelle, de la sphère publique, etc., qu'en être privé, c'est quelque chose de très, très difficile. Et au contraire, pouvoir s'appuyer toujours sur les supports, sur les usages du numérique, c'est comme une façon d'assurer la continuité de notre vie en commun, finalement, et de notre vie économique, comme on a pu le voir au cours des semaines et des mois qui viennent de s'écouler. Mais par rapport à votre première question sur les enseignements, il y a aussi quelque chose qui nous est apparu récemment tout à fait intéressant, c'est que ce rôle du numérique qui est devenu tout à fait important montre aussi que les opérateurs ou des grandes entreprises comme Orange ont une responsabilité avérée dans la délivrance de ce type de services, et ce qui renforce nos engagements dans le domaine de la RSE, engagements qui ne datent pas d'hier mais qui sont confirmés aujourd'hui. Alors, vous avez justement signé, je crois, finalement une nouvelle raison d'être, une feuille de route sur votre RSE, justement, en décembre 2019, je crois, décembre de l'année dernière. Oui. Qu'est-ce qu'elle disait à l'époque, cette feuille de route, cet objet social du groupe Orange ? Alors effectivement, en décembre 2019, conformément aux propositions de la loi Pacte, Orange s'est doté d'une raison d'être qui dit « Orange est le partenaire de confiance qui donne à chacune et à chacun les clés d'un monde numérique responsable ». Cette vision de ce que nous sommes, de ce que nous voulons être, de ce que nous voulons rester, qui doit éclairer l'ensemble de notre action et de nos plans stratégiques, elle n'a pas été créée par une réflexion rapide et soudaine. Elle est la résultante, en fait, de longues discussions, d'échanges avec l'ensemble de nos parties prenantes. On peut dire à cet égard que cette raison d'être a été co-construite avec nos parties prenantes internes, nos salariés, les membres du comité de direction, les administrateurs, les organisations syndicales,
mais aussi avec les parties prenantes externes, nos clients, nos fournisseurs, des ONG, les élus, etc. C'est vraiment une co-construction tout à fait intéressante et qui est fait l'objet de ce consensus formulé de la manière que je viens d'évoquer. Ça, c'est important. Et dernier point important, on a décidé également très récemment, lors de l'Assemblée générale de cette année, donc en mai 2020, de faire en sorte que cette raison d'être soit inscrite dans nos statuts. C'est-à-dire que ce n'est pas un coup de com', c'est quelque chose qui nous engage sur la durée, durablement, et de laquelle nous sommes évidemment redevables, nous sommes comptables. C'est absolument une façon pour nous importante de nous conduire, si vous voulez, que ça devienne vraiment sérieux. À respecter cet engagement qui est le nôtre, mais qui ne date pas d'hier. Là, vous suivez le modèle de Danone avec Emmanuel Faber, qui a justement convaincu ses actionnaires d'inscrire sa mission sociétale en tant que groupe agroalimentaire, évidemment, leader mondial, de pouvoir l'intégrer dans les statuts et donc d'avoir des KPI d'entreprise assez différents. Exactement, tout à fait. Et il y a assez peu d'entreprises, à l'heure où on parle, qui ont intégré leur raison d'être dans leur statut. C'est une première étape. La deuxième étant, bien sûr, de se doter d'un état d'entreprise à mission, qui est un point sur lequel nous travaillons également. Alors, je disais, évidemment, vous représentez la RSE du groupe Orange. Qu'est-ce que ça représente, la RSE, au sein du groupe Orange aujourd'hui, et a fortiori dans le contexte dans lequel on vit, où, encore une fois, le tuyau télécom reste aussi important que la fourniture de gaz ou d'électricité? Alors, c'est une façon de conduire nos affaires, de piloter notre entreprise, de faire notre métier d'opérateur au quotidien d'une manière particulière et respectueuse de notre environnement et des contraintes sociales et sociétales. C'est tellement important pour nous qu'en illustration de cette raison d'être qu'on vient d'évoquer, nous avons décidé, dans notre nouveau plan stratégique qui couvre la période 2020-2025, de se doter de 2 engagements RSE particulièrement forts qui vont guider notre action sur les 5 années à venir et qui sont d'une part la lutte contre le réchauffement climatique et d'autre part l'inclusion numérique. Nous avons vraiment conscience du fait que l'inclusion numérique est un levier de développement économique, social absolument considérable dans lequel nous nous inscrivons notre action et que nous pouvons servir par notre métier évidemment plus que d'autres secteurs. Vous avez des chiffres à donner autour de cette volonté de soutenir ces 2 causes? Bien sûr. Alors sur le plan environnemental, nous avons décidé d'atteindre la net neutralité carbone à l'horizon 2040. Ça veut dire qu'on se donne un premier jalon. Dès 2025, le groupe Orange veut utiliser à minima 50% d'énergie renouvelable pour faire fonctionner son réseau, alimenter ses bâtiments, ses flottes de véhicules, etc. Et nous voulons également réduire de 30% nos émissions de gaz à effet de serre, par rapport à 2015, qui est la période de référence, la période donc, de la COP 21. Donc c'est un challenge pour nous, mais qui n'est pas une découverte, mais c'est un engagement que nous prenons de manière ferme et que nous allons respecter en travaillant sur l'innovation, par exemple, en limitant la consommation énergétique de nos réseaux, en travaillant sur nos bâtiments, en maîtrisant nos consommations énergétiques, en réduisant nos émissions, et puis en travaillant sur nos flottes de véhicules. Simplement, on s'est dit que dans les 5 années à venir, on allait avoir 10 fois plus de véhicules électrifiés, c'est-à-dire hybrides ou électriques, dans notre flotte de véhicules. Alors, je rebondis encore une fois sur l'actualité. En dehors du confinement et de la crise du Covid, il y a un débat justement à la fois sur la 5G, cette norme, on va dire, nouvelle génération de normes mobiles, qui va être d'ailleurs soumise à des enchères prochainement, à nouveau. Vous êtes évidemment proactif sur le sujet, vous souhaitez la 5G et pourtant elle pose débat, notamment dans les territoires. Vous le savez qu'aujourd'hui, dans les territoires, certains maires ont proposé un moratoire là-dessus. Et puis, il y a évidemment cette actu 5G et puis la fracture numérique qui reste quand même quelque chose que certains Français n'ont toujours pas accès à certains réseaux, etc. D'où le sujet de l'inclusion numérique, le numérique pour tous. Quel est aujourd'hui votre engagement, vous êtes encore une fois, vous représentez cette dimension altruiste de l'entreprise, celle qui doit s'engager vraiment sur ces sujets-là, notamment l'inclusion. Qu'est-ce que vous allez faire pour lutter contre la fracture numérique dans les territoires et permettre la 5G d'évoluer dans un monde justement responsable, éco-responsable au maximum?
Alors effectivement, on a une équation pas facile à résoudre. C'est cette dimension un peu paradoxale que vous avez évoquée entre une partie de la population qui veut toujours plus de couverture, toujours plus de débit. Et effectivement, la période Covid que nous évoquions au début de notre échange montre à quel point les gens ont besoin, une appétence forte pour les débits, la couverture et les usages du numérique. Et d'un autre côté, des craintes, des débats liés à l'arrivée d'un nouveau réseau. Sur les engagements en matière d'inclusion, globalement, on a une vision très, très inclusive de la façon dont nos services doivent être proposés, doivent être développés, qui nous conduit à travailler sur les principaux freins à cette inclusion. Le premier, c'est la couverture. Alors bien sûr, en Europe, je sais qu'à peu près 1% de la population n'est pas encore sous une couverture réseau, mais comme vous le savez, le groupe Orange a 2 jambes, une en Europe et une en Afrique et au Moyen-Orient. Et par exemple, en Afrique du Nord, ce taux de non-couverture des populations est de l'ordre de 11%, et même en Afrique subsaharienne, dans certains pays, il atteint 30%. Donc en matière de couverture, on a encore des efforts à faire. Et même dans les zones couvertes, on a cette problématique de montée en débit qu'on traite par exemple en France et dans les grandes capitales européennes et africaines dans lesquelles nous opérons, qui est d'apporter la fibre par exemple, la 4G bien sûr dans les zones non couvertes, dans les zones les plus éloignées, et puis bien sûr demain la 5G. Donc la première problématique, ce premier frein, c'est effectivement cette problématique de couverture. Le second, une fois qu'on a sous couverture, c'est l'utilisation. On sait qu'on a des efforts aussi pour permettre à un maximum de personnes d'utiliser effectivement nos réseaux, d'où la nécessité de développer des solutions de formation. Parfois pour les plus démunis, c'est ce qu'on fait par exemple en France avec une offre qui s'appelle Coup de pouce, qui permet aux gens qui se trouvent dans une situation de précarité sociale et numérique d'avoir accès à une connexion haut débit à bas prix et un ordinateur recyclé, un ordinateur portable et une offre de formation gratuite. En Espagne, on a une autre offre, par exemple, qui s'appelle Giga Solidarios, qui permet, par exemple, de donner son solde de data non utilisée à la personne de son choix, par exemple. Ça fait partie des leviers. On pourrait l'implémenter en France ou c'est déjà... On a prévu dans notre plan stratégique de demander à chacune de nos filiales, dans chacun des pays dans lesquels nous opérons, d'avoir une offre de cette nature, une offre sociale. Donc, ça, c'est très attendu de bénéficier de plus de data, notamment pendant le confinement où certaines familles n'ont pas pu scolariser, envoyer leurs enfants sur des Zooms ou des plateformes parce qu'elles n'avaient soit pas assez de réseau, soit pas assez de data, justement. Alors, effectivement, conscient de ce problème pendant le confinement, Orange a fait preuve de générosité en offrant des gigas de data complémentaires à l'ensemble de nos clients et offrant également la gratuité sur plusieurs bouquets de télévision sur Internet. Mais effectivement, on a ce problème d'accessibilité qu'on va essayer de résoudre par la couverture, par la maîtrise des usages, par le coût des offres et puis aussi tout simplement par les terminaux. On va essayer de développer en France le marché du terminal de seconde main qui correspond à une forte attente de nos consommateurs. Vous voulez dire les téléphones reconditionnés, comme des entreprises comme Back Market, par exemple? Absolument, tout à fait. Et à cet égard, d'ailleurs, c'est un peu un sujet d'actualité. À partir de dimanche qui vient, on va lancer une grande campagne de communication pan-européenne qui appelle tous nos concitoyens à ramener leur téléphone mobile dans nos boutiques pour effectivement faire cet effort de collecte qui nous permettra effectivement de recycler nos mobiles et de les proposer à un prix tout à fait compétitif. Puis dans d'autres géographies, comme par exemple l'Afrique et le Moyen-Orient, Orange propose aussi des terminaux très peu chers et qui permettent d'avoir accès à Internet. Très peu cher, ça veut dire 20$ pour un 3G, 4$ pour un 4G, et ce qui est une façon de faciliter l'accès aux services digitaux. Donc il y a cette couverture, cet accès, la formation, et les outils et les offres sociales qui sont 4 leviers sur lesquels nous essayons d'agir et nous agissons et durablement pour lutter contre ces problématiques de fracture numérique. Parce que votre vision à vous justement d'apporter des réponses, notamment sur l'inclusion numérique, c'est le thème aujourd'hui de notre discussion. Elle est sur combien d'années pour vous, avec un plan d'action qui nous emmène jusqu'où? Jusqu'à 2025, 2030, 2035? Je pense que oui, on peut s'attendre à des objectifs de longue durée.
parce que les technologies évoluent, les usages digitaux évoluent également. Il faut apprendre à les maîtriser et on a régulièrement des discussions très intéressantes sur ce type de sujet avec l'ensemble de nos parties prenantes à travers un système qu'on a mis en place chez Orange il y a de ça une douzaine d'années, qui sont nos dialogues parties prenantes, qui nous permettent de poser des questions, de tester la viabilité des convictions qu'on a sur le plan marketing ou d'éclairer les stratégies qu'on veut mettre en place pour voir si finalement ça répond à une véritable demande de notre environnement. Et donc ce genre d'échange nous indique que globalement, il faut continuer à faire des efforts sur la couverture, sur les usages, sur la maîtrise des services. Et c'est quelque chose de très, très éclairant pour être sûr d'agir en conformité avec les attentes de notre environnement. On parlait de la RSE comme vraiment maintenant core business, on le dit, et c'est quelque chose qui effectivement intéresse beaucoup à la fois d'entreprises, mais aussi les pouvoirs publics. Vous parliez de la loi Pacte d'Emmanuel Macron, qui incite les entreprises à revoir un petit peu même pas un petit peu, complètement leur objet social, leur mission. Est-ce que vous pensez qu'on est à la veille ou peut-être au cœur d'une révolution de l'entreprise en tant que telle? Qu'est-ce qu'une entreprise? Qu'est-ce que c'est une entreprise où des hommes et des femmes finalement font société pour un but précis? Est-ce que on vit une petite révolution selon vous aujourd'hui quand on voit ce qui se passe? Révolution, je ne sais pas. Prise de conscience, certainement. En fait, toutes les organisations publiques, privées, prennent toutes à un rythme différent, progressivement conscience qu'il n'est de performance durable qu'appuyé sur une solide performance sociétale et environnementale. Et donc cette conscience se traduit par exemple par la prise d'ambitions qui sont par exemple au niveau international comme les objectifs de développement durable fixés par... Les 17 objectifs, absolument, fixés par l'ONU aujourd'hui. Et force est de constater qu'au-delà des efforts qui sont demandés aux États, ces ambitions qu'on se donne pour améliorer la vie sur la planète et lutter contre les problématiques d'inégalité, les problématiques de réchauffement climatique, l'action de l'État ne suffira pas. Il faut également une mobilisation des entreprises seules ou des coalitions d'entreprises. Et d'ailleurs, de plus en plus d'entreprises se livrent à un reporting extra-financier sur la base de ces objectifs de développement durable, dont nous fêtons d'ailleurs aujourd'hui même, vendredi 25 novembre, le 5e anniversaire. Exactement, et les 75 ans de cette belle institution qu'est l'ONU et ses 17 objectifs à suivre. Un grand merci Mathieu Belloir, directeur de la RSE au sein du groupe Orange. Merci d'être venu. On va passer à une nouvelle discussion, une nouvelle table ronde avec de nouveaux invités ici sur la tech et la construction durable, comment la technologie, les nouvelles technologies participent à une construction éco-responsable. C'est tout de suite.